guise d'avant-propos, je voudrais rappeler quelques faits et apporter quelques précisions. C'est en mars 1977, il y a exactement 39 ans, que j'ai rencontré Michel Leiris. De retour d'un long séjour en pays sénoufo, au nord de la Côte d'Ivoire, je venais d'être affecté au département d'Afrique noire du Musée de l'Homme, dont il avait été le créateur en 1933, au retour de la mission Dakar Djibouti, et le directeur jusqu'en 1945. C'est là qu'il passe la main à Denis Palm, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à sa retraite en 1971 et au-delà, Leiris restera attaché, dans les deux sens du terme, administrativement et affectivement, à ce lieu, ne ménageant ni son énergie, ni son savoir dans la préparation d'expositions temporaires, la rédaction de catalogues ou dans la valorisation des collections ethnographiques qu'il connaissait mieux que quiconque. De sorte que de tous les fondateurs du Musée de l'Homme, de 1937, disons 38 plus exactement, Leiris fut le seul, sur une longue durée, qui pouvait témoigner de sa naissance, de sa croissance, de son apogée, de son rayonnement, mais aussi de sa lente et inexorable dégradation à partir des années 1970, qui, comme on sait, devait aboutir, au milieu des années 2000, à son démantèlement. Certes, il ne vécut pas suffisamment âgé pour le voir, mais il le pressentait. C'est foutu, comme il aimait dire, avec un ton très désabusé. Donc, de mars 1977 à novembre 1989, nous avons travaillé côte à côte presque quotidiennement. Travailler, disais-je, oui. Je lui soumettais mes projets et mes écrits. Il me faisait part de ses remarques, toujours avec le plus grand tact, de ses connaissances, de ses idées, de ses questionnements, sans omettre ceux qu'il se posait au sujet de ses propres écrits, sur lesquels il avouait parfois peiner et qu'il ne parvenait pas à achever, les remettant sans cesse sur le métier, les raturant, les corrigeant, les recopiant. Ce qui lui faisait dire que, contrairement aux proverbes, ce ne sont pas les paroles qui s'envolent, ni les seuls écrits qui restent. À la différence de ceux-ci, la parole ne se biffe pas. Il y avait chez Leiris une stratégie du délai, mais qui pouvait être celle de tout autobiographe. Il en fut une remarquable incarnation depuis son maître livre Sur l'âge d'homme. L'autobiographe qui ne pourra jamais écrire ni décrire ce que fut sa mort. Il nous arrivait aussi de bavarder longuement. C'était assez tôt le matin, au bar Le Totem, qui se trouvait à la place de celui qui est actuellement présent. Je ne sais pas comment il s'appelle, ce restaurant. Totem, c'était beaucoup mieux quand même. Et comme cela semble aller de soi devant le zinc d'un bistrot, mais en face de ce qui était plutôt café décaféiné le matin, eh bien nous devisions du temps qui passe, des événements des uns et des autres. Nous réinventions le monde, parlions de littérature, poésie, jazz, opéra et politique, ou simplement de météo, habillement, cuisine et vin fin. C'est là que nous vint, en 1986, l'idée de créer une revue vouée à l'histoire de l'ethnologie. Le sel de l'affaire, c'est que Leiris était déjà dans l'histoire de l'ethnologie, que nous nommâmes Gradiva. Un clin d'œil à la célèbre Gradiva de Wilhelm Jensen, que Freud a analysée, mais aussi à celle des surréalistes, André Breton, André Masson notamment, qui l'avaient adoptée comme égérie. Un autre sel de l'affaire est que cette revue est actuellement publiée par le musée du Quai Branly après avoir été conçue, fabriquée et éditée au Musée de l'Homme. Enfin, ça, c'est pas la première fois que des choses sont un peu dépossédées, si je puis dire, dans nos institutions. Une amitié, une complicité, donc, était née. Elles ne s'interrompirent qu'en septembre 1990, à la mort de Leiris, survenue à l'âge de 89 ans, dans sa maison de campagne de Saint-Hilaire dans l'Essonne. En novembre 89, moins d'un an auparavant, un accident cardiaque avait eu raison de ses allées et venues et l'avait définitivement empêché de prendre le bus 63, qui, pendant 50 ans, il avait utilisé pour se rendre à son bureau du Musée de l'Homme, inventant une étonnante topographie d'écriture. Passant du 4e étage d'un immeuble cossu de la rive gauche de la Seine, où il avait son domicile, au sous-sol, on peut dire, oui, sous-sol qui était sépulcro du Musée de l'Homme, assez humide et sépulcro, bâti sur la rive droite, où il occupait depuis sa fondation en 1937 un petit bureau de 6 à 8 mètres carrés, dont la direction du musée lui avait laissé la disposition après sa retraite.
Il y venait presque chaque jour. Le matin, il recevait des collègues, des amis, des lecteurs, il corrigeait les textes qui lui étaient soumis, il préparait et relisait les volumes de la collection Les classiques africains qu'il avait créés en 1962. C'est aussi là qu'il rangeait ses archives ethnographiques et qu'il fabriquait ses textes savants, se soumettant à une rigoureuse discipline de distribution géographique qui consistait à réserver ce lieu en sous-sol à leur écriture, les textes savants, tandis que le 4e étage sur l'autre rive de la Seine était, lui, uniquement voué à l'écriture des textes littéraires et poétiques. C'est jamais départi de cette séparation des lieux et des écritures. Il en alla de même pour la lecture. Donc il lisait là, ici même, que des textes scientifiques et chez lui, des textes littéraires. Se rangeant aux côtés d'André Scheffner, qui fut le véritable inventeur du mot, Léris avait proposé en 1936 ce nom Musée de l'Homme à Paul Rivet, le très bouillonnant directeur en titre de l'époque. Il se sentait là chez lui. Surtout, reprenait cette idée qu'un musée de l'homme ne pouvait être qu'un musée du tout de l'homme, y compris de ses aspects les plus sombres, les plus tordus ou les plus banals. Car montrer des objets usuels quotidiens, pour ainsi dire quelconques, des serrures, des portes, des houes, des calebasses, des paniers, des jarres, ce fut l'une des vocations du tout jeune musée de l'homme, n'était-ce pas détourner le rôle, qu'on prête d'ordinaire, à un musée, conserver, concentrer, exposer les trésors d'une culture, ce qui donc relève de l'exception, en même temps que de l'exemplarité. Sous l'emprise de Marcel Mauss et de Robert Hertz, Léris et ses compagnons de l'époque, notamment Georges-Henri Rivière, le sous-directeur aussi bouillonnant du musée d'ethnographie du Trocadéro, n'hésitèrent pas à étudier et à montrer les côtés hétéroclites, paradoxaux, si ce n'est terre à terre des sociétés humaines. La boutade attribuée à Marcel Mauss est désormais bien connue. Je cite, « Une boîte de conserve caractérise mieux nos sociétés que le bijou le plus somptueux ou que le timbre le plus rare. » Rivière préconisait pour sa part l'abolition de toute hiérarchie en art et de toute électivité en ethnologie, allant même jusqu'à vouloir libérer, comme il disait, les objets de la tyrannie du goût et des chefs-d'œuvre. Et il cite Rimbaud. Voilà, on est dans le printemps des poètes, d'une saison en enfer, pour appuyer sa conception, à tout le moins éclectique et provocatrice, de l'enquête ethnographique. Voilà ce qu'il cite. « J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes en luminure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques, sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra vieux, refrains naïfs. Ne dirait-on pas, ajoute Rivière, un questionnaire pour une enquête de folklore. Le musée d'ethnographie devait se penser donc comme une machine rimbalienne, une machine à, sinon dérégler tous les sens, du moins à déformer le goût et la sensibilité. Dans le même temps, Rivière et ses collègues du musée se préoccupèrent des côtés généralement délaissés, sinon répudiés ou réprimés, de la nature humaine, en l'occurrence ses côtés obscurs et sauvages. Il est à noter que depuis les travaux de Robert Hertz, au début de ce siècle, de l'ancien siècle, consacrés aux doubles obsèques, à la manus sinistra et au péché et à l'expiation, une des problématiques majeures de l'anthropologie française a été justement de se pencher sur les aspects cachés des sociétés, voire sur ce que Marcel Mauss appelait les côtés sombres et sinistres de la mentalité humaine. Chez les Dogons du Mali, que Marcel Griaule et ses compagnons rencontrèrent au tout début de la mission de la Carte Djibouti, on verra tout à l'heure, et chez qui, pour reprendre une belle expression de Léris, le sacré tantôt s'étale partout en flaques, tantôt est rejeté hors du monde profane comme on jetterait une saleté à la voirie, l'ethnologie venait de découvrir sa planète Pluton. Grottes et cavernes qui s'ouvraient à même la falaise de Bandiagara et où étaient conservés les masques et autres objets magico-religieux donnaient sens au monde des villages qui s'étendait à ses pieds. La problématique du cachet et du secret avait trouvé là sa projection cartographique et la confirmation de sa pertinence. On sait que depuis cette découverte, les Dogons sont devenus la population en quelque sorte totem de l'ethnologie française. Que des sociétés ou des groupes humains, jusqu'alors frappés d'indignité culturelle, sociétés sauvages, primitives, inférieures, archaïques, populaires, sans écriture et sans histoire, fussent élevés au rang d'un objet scientifique, n'allait pas sans provoquer un choc en retour sur la représentation de la science et sur la fonction sociale qui lui était dévolue. Les travaux de Lucien Lévy-Bruhl avaient déjà démontré la relativité de la nature humaine, de son conditionnement sociologique et de ses modes de pensée.
la culture rationaliste occidentale n'étant qu'une configuration sociologique et intellectuelle parmi d'autres possibles, effectivement attestée par la littérature ethnographique. Humaniste, progressiste, dans une certaine mesure héritier du scientisme du XIXe siècle, les fondateurs du Musée de l'Homme pensaient certes que la science pouvait servir au progrès à la fois technique et moral de l'humanité. Ce faisant, ils partageaient pleinement la croyance en la supériorité de la culture rationaliste occidentale, où elle s'était singulièrement déployée. Cette supériorité, toutefois, n'était pas une donnée de nature. Comme toute autre culture, la culture occidentale n'était pas à l'abri ni des préjugés, ni des dérives de la raison sur laquelle, pourtant, elle prétend se guider pour se définir et se développer. La connaissance scientifique devait permettre de démonter les uns, de prévenir les autres. Elle devait même servir à l'intelligence critique de la science instituée, laquelle non plus n'était pas sans produire ou conforter des préjugés, c'est-à-dire des jugements de valeur non fondés objectivement et d'origine culturelle. Dans cette optique, et parce elle a pour objet l'homme, ses sociétés, ses cultures, ses langues et ses connaissances, parce qu'elle porte principalement sur les déterminants sociologiques et culturels de l'homme, l'ethnologie se voyait investie d'une fonction critique prépondérante, si ce n'est anticonformiste et subversive, dont le musée, et par sa visibilité et sa position centrale dans l'appareil culturel de la cité, devenait en quelque sorte le médium privilégié. Mais peut-être y eut-il plus qu'une fonction critique, ou plus exactement peut-être que cette fonction critique procédait-elle d'une vision des choses plus large, autant philosophique que littéraire ou même artistique, qui ne pouvait manquer de produire des points de friction dans les approches et les démarches d'une discipline naissante, l'ethnologie, laquelle pouvait se révéler au fond bien indisciplinée. En somme, les risques, peut-être plus excessifs que d'autres, ne pouvaient que faire sienne cette idée de l'espiègle de Jean Pouillon, ami de Jean-Paul Sartre et proche de Claude Lévi-Strauss, qui se plaisait à dire, je cite, que sans la connerie humaine, aucune histoire ne vaudrait la peine d'être racontée, ni mener aucune étude approfondie, c'est-à-dire anthropologique, sur l'homme en société. Toujours adoré ça, et Léris adorait ça aussi. En ce sens, nous le verrons avec l'écriture et la publication de l'Afrique fantôme, Léris fut dès le départ un provocateur, un contestataire, une sorte de trouble-fête. Ce qui expliquerait en somme qu'aucune salle, aucun lieu ne lui était dédié, ni destiné, ni au Musée de l'Homme, ni bien sûr au Musée du Quai Branly. Et ce n'est qu'en dehors de Paris, en dehors des cercles académiques, artistiques et intellectuels de la capitale, dans un établissement nouvellement créé, le Centre Pompidou-Metz, que lui fut dédiée une grande exposition en 2015, soit 25 ans après sa mort, évoquant tout à la fois le poète, l'autobiographe, l'ethnographe, le muséographe, le critique et historien d'art, sa perception aiguë des arts dits primitifs, notamment africains, ses affinités philosophiques et littéraires, Georges Bataille, Jean-Paul Sartre, Robert Desnos, Limbourg, Queneau, Césaire, ses réflexions pointues sur la musique et sur la transe, et les cultes de possession, ses engagements politiques, enfin, l'antiracisme, l'anticolonialisme, les indépendances et révolutions du tiers-monde, la Chine-Cuba, la condition ouvrière, et surtout, ses amitiés avec les peintres ou sculpteurs, non des moindres, Picasso, Masson, Lame, Miro, Giacometti, Bacon, Harpe, Léger et Lascaux. Je montrerai quelques images tout à l'heure de cette exposition dans le diaporama que j'ai prévu de projeter. Au vu de ce parcours, de cet itinéraire qui le situe non seulement dans les avant-gardes de son temps, mais en fait un acteur de la modernité, tout autant qu'un pilier, pourrait-on dire, du Musée de l'Homme et un des pionniers français des enquêtes ethnographiques de terrain et des études africanistes, on peut se demander en effet pourquoi Léris est-il resté en quelque sorte dans une zone d'ombre. Est-ce la poésie qui le mènera et qui l'a mené à cette relative marginalité? Je voudrais tout particulièrement remercier Madame Cécile Aufort, conservateur en chef du patrimoine et directrice du projet de rénovation du Musée de l'Homme, d'avoir en somme voulu réparer ce qui peut rétrospectivement apparaître comme une injustice et d'avoir organisé cette manifestation au sujet de Léris, inaugurant par là, et ici même, nous sommes bien le 20 mars, le printemps des poètes. Je crois qu'on inaugure, on ne termine pas, non? C'est ça. Hein? Ah bon? Je croyais que ça commençait au printemps, moi. Ah bon? Ah oui, mais ça, c'est vrai qu'il y avait le 21 mars avant. Alors bon, c'est vrai que c'était le 21 mars, maintenant c'est le 20 mars. Oui. Que la poésie entre dans une institution et un lieu fraîchement rénové, théoriquement voué aux sciences dites positives, préhistoire, anthropologie physique, autrement dit, pour faire court au milieu de crânes et de cailloux, n'est certes pas banal. Mais peut-être est-ce une manière de renouer, j'ose le croire, avec ce qui avait présidé à la fondation du Musée de l'Homme en 1937,
Dans Renaissance, il y aura toujours quelque chose de la naissance. Et c'est bien cette physionomie originale que l'anthropologie avait montrée en s'inscrivant dans le musée de l'homme que Claude Lévi-Strauss évoquera en 1983 lors d'un discours en hommage à Georges-Henri Rivière. Je le cite. « Art autant que science, passionnément attentive à ce qui se crée autant qu'à ce qui subsiste, refusant de se replier sur elle-même, à l'écoute des résonances qui naissent continuellement entre les arts plastiques et la musique, le savoir et la poésie, le culte des fêtes et l'imagination poétique, tel se donne à voir et à penser l'ethnologie française des années 30. Le fait qu'un des aspects, non des moindres, de cet entre-là, sinon de discipline, du moins d'intérêt et d'inclination, apparaissent nettement dans la formation des hommes et des femmes qui furent appelés à promouvoir et à développer l'ethnologie au Musée de l'Homme. Ils étaient tous sauf des professionnels. En effet, leur cursus, les profils de carrière n'étaient guère académiques ni spécifiques. Les Riss venaient du surréalisme. Georges-Henri Rivière et André Scheffner venaient de la musique. Rivière avait juste son baccalauréat. Il jouait de la musique au bœuf sur le toit. Scheffner lui-même avait assez peu de diplômes. Il venait de la Schola Cantorum. Denis Paul avait une formation de juriste. Déborah Lifshitz et Marcel Griaule suivaient des cours au Langso. Boris Vildé et Anatole Levitsky, à qui on a rendu hommage du fait de leur courage pendant la Seconde Guerre mondiale, réfugiés russes blancs, partageaient leur temps entre les cours de l'Institut d'ethnologie et les petits boulots. Donc là, on n'avait absolument rien, ni personne qui pouvait prétendre, si je puis dire, à une carrière académique. Aucun n'était agrégé. Il n'y avait pas de licencié même, et il n'y avait pas de thèse, évidemment. Et ça, c'était plutôt assez surprenant, compte tenu du fait que l'anthropologie physique, notamment, s'était appuyée pendant très longtemps sur des médecins. Et le Muséum national d'histoire naturelle était quand même rempli de médecins. Et là, il faut bien dire que Rivet et Rivière ont eu un certain courage en réunissant autour d'eux des gens qui n'avaient absolument pas qualité ni qualification, si je puis dire, pour être les chercheurs qu'ils ont été par la suite. Pour en revenir à Léris, c'est intéressant aussi de voir son parcours. Celui-ci était né en 1901. Il vient du surréalisme, comme je viens de le dire, mouvement auquel il adhéra en 1924. Après des études secondaires au lycée Janson de Sailly, puis dans des boîtes à bac, il s'engage dans les études de chimie, mais qu'il abandonnera très vite, se destinant à une carrière d'écrivain sous l'influence de Mac Jacob et d'André Masson. Comment de poète, qu'on espérait devenir tant dans la vie que dans l'écrit, c'est-à-dire en décalage avec les conventions, normes et mœurs, pouvait-on se retrouver ethnographe professionnel dont l'un des desseins est justement d'étudier ces normes, ces conventions et ces mœurs? À moins de considérer que la pratique de l'ethnographie était déjà une manière de décalage, qu'il existe donc une sorte de coïncidence entre le poétique et l'ethnographique. Il est vrai que depuis la célèbre formule de Rimbaud, « je est un autre », là on est encore dans le printemps des poètes, l'altérité n'est pas seulement ailleurs, dans l'exotique, mais elle est hic et nunc, en soi, dans l'intime, pour ainsi dire, essentiel. Et Léris, à l'instar du Rimbaud de la lettre dite du voyant, ne peut manquer de penser que, je cite, « la première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. » D'où l'autobiographique que Léris mènera de front avec l'ethnographique et le poétique, et qui donnera lieu à une œuvre d'une dimension qualitative et quantitative peu commune, et marqueront rétrospectivement leur époque. Les 4 tomes de la règle du jeu, qui seront écrits et publiés sur près de 30 ans, de 1948 à 1976. La découverte du jazz a été pour beaucoup aussi dans cette compréhension que Léris avait des phénomènes, disons, d'altérité, et notamment ce qui était en lui comme étant quelque chose de l'altérité, car avec le jazz, il découvre en fait une chose, c'est son premier fantôme finalement. Ce sont les zombies, comme il le dit, et ça n'a pas du tout l'allure d'un spectre ou d'une ombre portée. Selon la belle formule de Léris, le jazz, c'est bien l'autre qui n'est pas tout à fait autre qui apparaît en vous, dit-il. Les conditions donc de possibilité d'une anthropologie, c'est-à-dire d'une interrogation systématique et raisonnée sur les faits de culture et de société, étaient là posées par le détour, le décentrement, le dépaysement,
par une sorte d'invitation au voyage, de marronnage culturel qu'au fond le jazz proposait à ceux qui savaient l'écouter et qui pouvaient les accompagner au cours de tout périple dans d'autres mondes. Sauf que la déception, comme il en sera de l'exotisme, ne peut être qu'au rendez-vous. Au cours de la mission Dakar Djibouti, Léris et Scheffner allaient vite s'apercevoir que les Africains qu'il rencontrait chez lui, qu'il rencontrait et chez qui ils s'installèrent au cours de leur pérégrination, demeuraient totalement indifférents aux disques de jazz qu'ils s'escrimaient à leur jouer sur le phonographe de la mission. Avec amusement, Scheffner remarque que la mesure à 4 temps était peut-être responsable de cette indifférence, d'autant plus que les boys de la mission avaient surtout retenu un air qu'ils sifflaient en marchant. C'était le thème impitoyablement répété sur une mesure à 3 temps du boléro de Ravel. Mais si Léris savait, on allait rechercher les origines du jazz en Afrique et on trouvait le boléro de Ravel, ça je trouve ça extraordinaire, quoi. Mais si Léris avait la sensibilité et les moyens intellectuels pour pratiquer l'ethnographie, ne serait-ce que par ses centres d'intérêt, ce fut par accident qu'il entra dans la profession, qui lui donna sinon une raison de vivre, du moins, comme il le dit, une raison sociale. Lui-même, dans le premier tome de La règle du jeu, reconnaît que cela se fit lors d'une circonstance fortuite. La proposition faite par un de ses collègues, Marcel Griaule, d'une revue artistique dont Léris était secrétaire de rédaction par intérim, la revue Document, créée en 1929 par Georges-Henri Rivière, Georges Bataille et Karl Einstein, la proposition donc de se joindre à une importante mission en partance pour l'Afrique et d'y remplir les fonctions de secrétaire archiviste. Léris, quand il embarque le 19 mai 1931, n'a absolument aucun bagage d'anthropologue, évidemment. Il ne sait pas ce que c'est que l'anthropologie. Il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait de terrain. Il part avec Griaule et quelques-uns de ses compagnons qui, pas plus que lui, n'avaient fait d'ethnographie, ne savaient ce que c'était. Ils avaient lu quelques livres comme ça en passant. Pendant 2 ans, ils s'en vont quand même. Il faut le faire. Et au cours de ces 2 années, Léris va apprendre sur le terrain, sur le tas, si je peux dire, ce qu'est l'anthropologie. En s'intéressant d'abord aux rites d'initiation chez les Dogons, chez les Kirdis ensuite, et après, sur ce qu'il va découvrir quand ils vont arriver en Éthiopie, les cultes de possession. Et Léris, de ce point de vue-là, va à la fois, en étudiant les initiations dans les sociétés africaines, va s'initier lui-même à ce qu'est l'anthropologie, et en étudiant la possession chez les Éthiopiens de Gondar, il veut lui-même se trouver possédé, si je puis dire, par ce qu'il observe. Donc on a là un phénomène tout à fait étonnant de quelqu'un qui démarre sa carrière en n'ayant jamais rien fait, qui permettait, si je puis dire, d'avancer dans la carrière. De sorte qu'on peut dire cette chose-ci, c'est que, comme le bizutage, l'initiation vient avant la formation. Léris est exemplaire de ce point de vue-là, il est bizuté, il fait du terrain, bon, je veux dire, il est complètement bizuté. C'est au retour qu'il fait de la formation et qu'il devient anthropologue en 1938-39. Il a quand même 37 ans pour passer sa première licence. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici, mais on a encore des belles années devant soi. En 1938. Ce qui est intéressant donc dans ce parcours, dans cet itinéraire de Léris, c'est de voir que, au fond, l'implication est venue avant, si je puis dire, la réflexion et avant la manière de objectiver les faits sociaux qu'il pouvait rencontrer, qu'il pouvait étudier. Il s'est impliqué dedans, il est rentré dans les faits sociaux et ensuite, par un phénomène d'objectivation, il va essayer de les comprendre, mais de l'intérieur. Et c'est ça toute la différence qu'il peut y avoir avec, par exemple, quelqu'un, bon, évidemment, nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails, mais avec Lévi-Strauss, c'est toute la différence qu'il y a entre Léris et Lévi-Strauss, de ce point de vue-là. Ils n'ont pas du tout la même démarche. À la question « Pourquoi écrivez-vous ?», il ne parvient jamais à répondre de manière complètement satisfaisante à ses propres yeux. C'est pourtant à cette question provocante qu'il répond implicitement chaque fois qu'il ne peut s'empêcher d'inscrire quelques suites de mots sur une page. Le désir de s'exposer, nu et complètement éclairé par l'écriture, qui préside à cette décision de tout dire sans laquelle l'activité d'écrivain se réduit à un jeu de société assez puéril, ce désir de vérité qui constitue, selon ses propres termes, le ressort premier de l'auteur de l'âge d'homme, devance par sa virulence et par les dangers qu'il fait courir
toute mise en question du système de l'écriture littéraire authentique. Pour Michel Leiris, qui s'est posé à lui-même, le plus loyalement qu'aucun autre poète contemporain, toutes les questions dont on harcèle en général les professionnels du langage, l'écriture est l'instrument qui permet de faire cesser la tricherie à laquelle, en Occident, les conditions de sa vie matérielle et sociale prédisposent tout écrivain. Chanter. Nuit et jour, sous la voûte qui brûle, les fiers sursauts du cœur épuisent ta gorge où le ciel s'est brisé, au partage des labours, sans flamme ni fumée. Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts afin d'éviter qu'ils ondulent, par crainte aussi que ne se développe une calvitie menaçante. Autant que je puisse en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille ou une falaise, marque classique, si l'on en croit les astrologues, des personnes nées sous le signe du taureau. Un front développé, plutôt bossué, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport, selon le dire des astrologues, avec le signe du bélier. Et en effet, je suis né un 20 avril, donc aux confins de ces deux signes, le bélier et le taureau. Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières habituellement enflammé. Mon teint est coloré. J'ai honte d'une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très dessinées. Mes deux majeurs incurvés vers le bout doivent dénoter quelque chose d'assez faible ou d'assez fuyant dans mon caractère. Ma tête est plutôt grosse pour mon corps. J'ai les jambes un peu trop courtes par rapport à mon torse. Les épaules sont étroites, relativement aux hanches. Je marche le haut du corps incliné en avant. J'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir le dos voûté. Ma poitrine n'est pas très large et je n'ai guère de muscles. J'aime à me vêtir avec le maximum d'élégance, pourtant, à cause des défauts que je viens de relever dans ma structure et de mes moyens qui, sans que je puisse me dire pauvre, sont plutôt limités, je me juge d'ordinaire profondément inélégant. J'ai horreur de me voir à l'improviste dans une glace, car faute de m'y être préparé, je me trouve à chaque fois d'une laideur humiliante. Quelques gestes m'ont été ou me sont familiers. Me flairer le dessus de la main, ronger mes pouces presque jusqu'au sang, pencher la tête légèrement de côté, serrer les lèvres et m'avincir les narines avec un air de résolution, me frapper brusquement le front de la paume comme quelqu'un à qui vient une idée et l'y maintenir appuyé quelques secondes. Autrefois, dans des occasions analogues, je me tâtais l'occiput. Cacher mes yeux derrière ma main quand je suis obligé de répondre oui ou non sur quelque chose qui me gêne ou de prendre une décision. Quand je suis seul, me gratter la région anale, etc. Ces gestes, je les ai un à un abandonnés, au moins pour la plupart. Peut-être aussi en ai-je seulement changé et les ai-je remplacés par de nouveaux que je n'ai pas encore repérés. Si rompu que soit mon goût pour ce genre amer de contemplation, il y a sans nul doute des choses qui m'échappent, et vraisemblablement parmi les plus apparentes, puisque la perspective est tout, et qu'un tableau de moi, peint selon ma propre perspective, a de grandes chances de laisser dans l'ombre certains détails qui, pour les autres, doivent être les plus flagrants. Mon activité principale est la littérature, terme aujourd'hui bien décrié. Je n'hésite pas à l'employer cependant car c'est une question de fait. On est littérateur comme on est botaniste, philosophe, astronome, physicien, médecin. À rien ne sert d'inventer d'autres termes, d'autres prétextes pour justifier ce goût qu'on a d'écrire. Et littérateur, quiconque aime penser une plume à la main. Le peu de livres que j'ai publiés ne m'a valu aucune notoriété. Je ne m'en plains pas, non plus que je ne m'en vante, ayant une même horreur du genre écrivain à succès que du genre poète méconnu. Sans être à proprement parler un voyageur, j'ai vu un certain nombre de pays très jeunes, la Suisse, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, plus tard la Rhénanie, l'Égypte, la Grèce, l'Italie et l'Espagne.
Très récemment, l'Afrique tropicale. Cependant, je ne parle convenablement aucune langue étrangère et cela, joint à beaucoup d'autres choses, me donne une impression de défiance et d'isolement. Bien qu'obligé de travailler, à une besogne d'ailleurs peu pénible, puisque mon métier d'ethnographe est assez conforme à mes goûts, je dispose d'un certain confort. Je jouis d'une assez bonne santé, je ne manque pas d'une relative liberté et je dois à bien des égards me ranger parmi ceux qu'il est convenu de nommer les heureux de la vie. Pourtant, il y a peu d'événements dans mon existence que je puisse me rappeler avec quelque satisfaction. J'éprouve de plus en plus nettement la sensation de me débattre dans un piège et sans aucune exagération littéraire, il me semble que je suis rongé. 19 mai 1931. Départ de Bordeaux, à 17h50. Les dockers placent un rameau sur le Saint-Firmin pour indiquer que le travail est fini. Quelques putains disent au revoir aux hommes d'équipage avec qui elles ont couché la nuit précédente. Il paraît que quand le bateau est arrivé, elles étaient venues sur le quai pour inviter les hommes à passer la nuit avec elles. Quelques travailleurs noirs du port regardent partir leurs camarades. L'un d'eux, vêtu d'un complet bleu marine croisé à 3 étages, coiffé d'une casquette à carreaux et chaussé vernis noir et d'un blanc, est d'une grande élégance. 31 mai. À 6 heures, arrivé à Dakar. Débarquer rapidement et trouver du courrier. Déjeuner avec Griaule chez des amis qui m'attendaient, puis promenade à Rufisque avec eux, plus Larget dans la voiture de la mission. Beau paysage, plutôt plat, à terre rougeâtre, semé de roches volcaniques, avec baobabs et palmiers. Dans les faubourgs indigènes de Dakar, grand grouillement humain bigarré. Rassemblement comportant des individus de tous âges, depuis des bébés portés sur le dos jusqu'à des vieillards, en passant par tous les degrés. Au point de vue européen, Dakar ressemble beaucoup à Fréjus ou à ces plages du Midi dont une vague prétention essaye de masquer la pouillerie. Présage. Autour de mon œil, la terre. Autour de la terre, ton air, le ciel que tu respires tandis que nous l'empoisonnons. Ô monde, j'écoutais ton glissement de rayons à travers la silencieuse huche où dort le pain doré des miracles solaires dans la prison du jour dont le fleuve est la cruche. Ô mon air, les bruits du cœur s'arrêteront-ils? Parce que celle qui connaît ma mesure, comme la plage connaît ses grains de sable, comme la ville connaît ses rues et ses maisons, comme la mer mesure aux croupes de ses golfes l'arc-en-ciel des méduses et le ressac des morts violentes. Ô saison, le vide du cœur s'emplira-t-il parce que la pluie tiède d'un visage est apparue entre les feuilles? Deux bouches, en s'unissant, pansèrent leurs déchirures, saison d'orage, saison d'ombre. Dimanche 7 juin. Bain de mer dans une petite crique voisine de Dakar avec mes amis et Griaule. Griaule et B, constamment renversés par la barre. Coup de soleil majestueux après le bain de soleil prolongé que je prends sur le sable. L'après-midi, promenade en auto à Ngor avec Larget. Promenade dans le village et sur la plage où une quantité d'enfants vêtus de petits cache-sexes, étoffes nouées, jouent à faire marcher de petites pirogues à voile sur la mer. Une nuée de fillettes arrive, la plupart portant sur le dos des bébés encore plus petits. Elles nous entourent en criant « Dimanche, dimanche !» Nous ne comprenons pas tout d'abord, mais songeant que le dimanche doit être le jour où viennent dans le village les promeneurs de Dakar, nous devinons qu'elles entendent par dimanche un petit cadeau. Remontant au village, nous achetons à l'un des enfants son bateau, puis restons longtemps sous l'abri de la place centrale où se réunissent les hommes, à nous faire expliquer la fabrication et le maniement d'une nasse que nous acquérons. 15 juin. L'enquête et la collecte commencent et se poursuivent dans une ambiance parfaitement idyllique. Les gens s'amusent beaucoup de nos questions qui leur semblent invraisemblables de futilité. Il en est de même de nos achats puisque tous les ustensiles qu'ils possèdent sont très frustres. Ils le savent et très peu fait apparemment pour tenter les étrangers. 16 juillet. Sous le rocher,
nous ramassons une corde, attache du mouton que tous les ans, à la même époque, on sacrifie aux caïmans, dont les guides disent que la mare est remplie. La découverte de ce bout de corde me comble de joie car je commence à entrevoir ce qu'il y a de passionnant dans la recherche scientifique. Marcher de pièce à conviction en pièce à conviction, d'énigme à énigme, poursuivre la vérité comme à la piste. 23 juillet. Rêver qu'une de mes appréhensions se réalise et que je commence vraiment à devenir chauve. Cela se manifeste par la formation sur la partie droite de mon crâne, un peu en avant de l'occiput, d'un emplacement dénudé qui, vu de près, se révèle sableux et caillouteux, avec un petit creux que je peux gratter de l'index, comme je gratterais un champ de fouilles et dont la forme allongée me rappelle un sarcophage. L'autre nuit, ayant la fièvre, Griot l'avait rêvé de son côté qu'il devait faire rentrer des lions dans un musée. 29 août. Le carnet d'inventaire s'emplit. Il ne nous est pas encore arrivé d'acheter à un homme ou une femme tous ses vêtements et de le laisser sur la route, mais cela viendra sûrement. Poète. Si mes os avaient faim, si mes jointures empesées par la soif n'étaient plus que de vieux débris rouillés d'armure, si le travail geôlier du soir et du matin striait mes muscles d'épaisses marques d'heures ouvrables, si ma semence était montée jusqu'à l'étiage d'un enfant, ma tête serait-elle prête à te coiffer, luxe, ô cimiers écumeux, floraison de tonnerre sur le nuage qui m'éblouit et ma pluie artificieuse de tourments. 7 septembre. Avant de quitter Diabougou, village, visite du village et enlèvement d'une deuxième cono, que Griot l'a repéré en s'introduisant subrepticement dans la case réservée. Cette fois, c'est Luten et moi qui nous chargeons de l'opération. Mon cœur bat très fort car, depuis le scandale d'hier, je perçois avec plus d'acuité l'énormité de ce que nous commettons. De son couteau de chasse, Luten détache le masque du costume garni de plumes auquel il est relié, me le passe pour que je l'enveloppe dans la toile que nous avons apportée, et me donne aussi, sur ma demande, car il s'agit d'une des formes bizarres qui hier nous avait si fort intrigués, une sorte de cochon de lait, toujours en nougat brun, c'est-à-dire en sang coagulé, qui pèse au moins 15 kilos et que j'emballe avec le masque. Le tout est rapidement sorti du village et nous regagnons les voitures par les champs. Lorsque nous partons, le chef veut rendre à Luten les 20 francs que nous lui avons donnés. Luten les lui laisse naturellement. Mais ça n'en est pas moins moche. 5 septembre. Travail d'enfer toute la matinée. Récollement, étiquetage et emballage provisoire des collections que nous avons réunies, Luten et moi. Tout cela en plein soleil, au milieu d'une foule énorme que les polices de temps en temps font reculer. Il faut embarquer 350 objets sur un des chalands. Ceux-ci doivent partir pour Mopti, remorqués par un bateau qui s'en va à 2 heures de l'après-midi, emportant également moufles et largets. 10 septembre. Visite à Sofara, qui est une lamentable banlieue de Djenné. Pouilleries sans pittoresques et mosquées idiotes, pas comparables avec les mosquées villageoises à clochers garnis de pieux rencontrées jusqu'à présent. Départ tôt dans la matinée vers des lieux meilleurs. Journée de pluie, pas de tornade, mais de pluie. Comme toujours depuis que nous avons quitté Bamako, quand nous entrons dans les villages, des enfants se sauvent en courant. En nous voyant pénétrer dans leurs cases, beaucoup braillent éperdument. Le phénomène est pourtant beaucoup moins fréquent que chez les bobos, où hier, nous avons, en pénétrant dans une remise, trouvé une femme cachée derrière un silo, le visage contre la muraille, et chantant de peur à notre approche, à gorge pleinement déployée, comme pour un rite funèbre. L'ange de la mort. Toi, si haute et douce, de la tête aux pieds, les menus ouvrages du vent sont inscrits en tatouage lunaire sur ton front et sur le dos de tes mains. Ongles d'argent sur peau de bronze, traces fraîches d'un lent pèlerinage vers la Mecque de tes flancs, à ta limpidité de cloche, arracher un tintement. Sauter du sol et se hausser comme la tige qui s'alourdit de richesses bulbeuses au-dessus de tes genoux bossués, au-dessus de ta ramure, maigre et sans oiseau de tes pieds. S'ouvrir grand
et se refermer pareil au vide de tes deux mains hachurées de croix et de lignes. S'essorer puis se résorber le long du creux de tes reins sans corde pour boire à plein seau au fond de ce puits de ténèbres. S'épanouir et se lever mimant le rond de tes deux seins que tachent tes bijoux de sang, nuages rouges aux lobes démantelés de tes oreilles. Vitrine opulente en denrées, ton ventre, entrepôt croulant de parfums, tes hanches, vivacité sagace de saguet, ta langue, fausse de chair ou fausse d'air livrée au loup, au lévrier du plaisir, tes lèvres, lèpre rosée perlant dans la paix de tes cuisses, ta plaie, croix de nos yeux, croix de nos bras, bouche ouverte entre haut et bas, caillots d'orage, feu strident, les pics acérés de tes dents se mirent au ravin de ta voix. Qui m'a aimé de ciel en terre, dit-elle, n'a rien à craindre du soleil, n'aura plus peur du soleil, qui m'a aimé du haut en bas. 27 septembre. Lu hier, en portant le courrier à la poste, les dépêches de l'agence Havas. Les bourses de plusieurs capitales fermées, l'Angleterre en passe d'être ruinée, des troubles un peu partout. La faillite de l'Occident s'accuse de plus en plus. C'est la fin de l'ère chrétienne. 4 octobre. Réflexion faite, tout cela semble bien artificiel. Quelle sinistre comédie ces vieux Dogons et moi avons joué. Hypocrite européen, tout sucre et miel, hypocrite Dogon si plat, parce que le plus faible, et d'ailleurs habitué aux touristes. Ce n'est pas la boisson fermentée et changée qui nous rapprochera davantage. Le seul lien qu'il y ait entre nous, c'est une commune fausseté. 5 novembre. À un des danseurs venus d'Irélie, nous achetons de très beaux masques. Comme rituellement, ceux-ci ne peuvent se vendre, un subterfuge intervient qui satisfait les deux parties. Il est entendu que nous réquisitionnons. Il est entendu aussi que les danseurs d'Irélie, étant de bons amis, nous leur faisons chacun un cadeau en argent. Mais il est certain que ces deux opérations n'ont rien à voir ensemble et ne sauraient en aucun cas être confondues avec un acte de commerce. 1932, 7 janvier. Rester là, ne plus rien faire, s'installer dans la montagne, y prendre femme et fonder un foyer. Désir utopique que me donnent ces gens et leur présent agreste. Une nuit. À l'aube des sens, entre deux jardins aux grilles fermées, haute herse de fer emprisonnant les herbes et les gouttes d'eau, une maison noire se dresse, dont j'aime l'éperon triangulaire, affûté par les lourdes meules auxquelles, comme un forçat, est attelée la nuit. Pas de repos. Aurore ou soir, c'est la tour à toit pointu, le donjon bourré de pièges autour duquel le temps monte la garde, aidé par ses bourreaux de nuit. Parfois, le sifflement d'une sirène monte des bords louches du fleuve jusqu'aux fenêtres de cette bâtisse anguleuse, et son cri pénètre de force les courtines, défonce les baldaquins dorés, puis s'effondre à bout de tout et coagule au creux des draps, nudité fixe. Pas de repos. Veille ou sommeil, c'est encore l'épée à 2 tranchants, le mât à double sortilège pour rendre maléfiques toutes les espèces de vent. Pas de repos. Le cri des chiens vient abattre la façade sensuelle. Derrière les vitres, hommes et femmes continuent à faire l'amour, puis les miasmes exhalés par le fleuve lentement s'affinent. Une grille de cordage laissera toujours filtrer l'acuité du son. Cette voix, se moulant au creux de toutes les oreilles, se nichera dans les nids de termites, dans les trous de murailles, se répandra à travers les gouttières goutte à goutte comme l'eau, et grâce à elle, toute la ville saura demain que quand la lame des réalités matérielles aura fini d'user son merveilleux fourreau de rêve, la maison s'écroulera, et qu'alors les dormeurs s'abîmeront, affreux noyés, dans la fondrière miroitante des antipodes viciés.
toi. Mon livre doré sur tranche que je veux lire de bout en bout. Mon gâteau d'anniversaire qui n'a pas besoin de bougies pour être illuminé. Mon alcool qui enivre sans nausée ni mal de tête. Mon établi pour une espèce immatérielle de menuiserie. Mon bateau de plaisance toujours prêt à prendre la mer. Mon violon qui se fait mélodie dès que ma main effleure ses cordes. Mon arme de précision qui ne salit aucune piqûre de rouille. Mon aube sur les jardins verts et sur les tas de charbon. Mon sentier de forêt tout jalonné de cailloux blancs. Ma fable trop merveilleuse pour comporter le post-scriptum d'une moralité. Mon château à multiples tourelles, évanoui alors que son pont-levis vient à peine de s'abaisser. Mon unité dans la présence et dans l'absence. Mon alphabet d'arc-en-ciel à zodiaque, aux vignettes peintes des tons les plus acides et aussi bien les plus doux. Ma déchirure et ce qui la recoue. Ma preuve par 9. Ma partie et mon tout. Ma panacée. Ma chance, ma raison et ma déraison, ma fraîcheur et ma fièvre. 26 janvier. De moins en moins, je supporte l'idée de colonisation. Faire rentrer l'impôt, telle est la grande préoccupation. Pacification, assistance médicale n'ont qu'un but, amadouer les gens pour qu'ils se laissent faire et payent l'impôt. Tournée parfois sanglante, dans quel but? Faire rentrer l'impôt. Étude ethnographique, dans quel but? Être à même de mener une politique plus habile qui sera mieux à même de faire rentrer l'impôt. Je songe aux Noirs de l'Afrique occidentale française qui, durant la guerre de 14-18, ont payé de leurs poumons et de leur sang pour les moins nègres d'entre eux le droit de voter pour M. Diagne. Aux Noirs de l'Afrique équatoriale française, en proie aux grandes compagnies concessionnaires, aux bâtisseurs de chemins de fer. 27 février. Autre changement de perspective. Lorsque j'ai quitté Paris, le désir de rompre avec la vie futile que j'y menais était le premier attrait qu'avait pour moi ce voyage en Afrique. Aujourd'hui, c'est la vie que je mène ici qui me paraît futile, à l'échelle de la partie qui se joue en Europe. Un vieux numéro de l'Excelsior en date du 24 janvier m'apprend qu'à Paris, selon les statistiques CIAP, le nombre de suicidés a beaucoup augmenté l'année dernière. De même, celui des internements d'aliénés. Parallèlement, une interview de je ne sais quel colonel révèle que depuis la crise, le nombre des engagements et réengagements s'est accru dans des proportions considérables. Signe des temps. 6 mars. Rêver que je faisais l'amour avec Z. Le rêve tournait ensuite en rêvasserie assez vague sur Paris, les boulevards, les stations de métro, et l'une d'elles, dans un quartier de prostituées, appelé Postérieur. Je songe ensuite aux grandes artères de retape que sont les boulevards extérieurs et forge l'expression boulevard postérieur. L'affidée, que je ne nommerai point sinon ma grande épine dorsale, mon empelé de chair à travers la vacuité soyeuse, mon fort archange tantôt bavard, tantôt silencieux, mes guelfes et mes gibelins, ma monture d'écuyère ou de señorita torera, ma torche pour midi de saison hantée, ma vis sans fin, l'escalier qui me traverse de la cave au grenier, toi, l'aérienne, et de toute la plus aiguisée, ma tour. 30 mars, grand examen de conscience. J'aurais beau faire, je ne serai jamais un aventurier. Le voyage que nous effectuons n'a été jusqu'à présent en somme qu'un voyage de touriste et ne semble pas près de changer.
Je suis impardonnable d'être ici alors qu'il y a en Europe une action si urgente à mener. En arriverai-je donc à vivre comme si j'étais un vain mot que le mot révolution? Tout ce que j'ai fait depuis des mois se réduirait-il à avoir échangé une attitude littéraire contre une attitude scientifique, ce qui humainement ne vaut pas mieux? Romprai-je jamais définitivement avec les jeux intellectuels et les artifices du discours? Toute question que je me pose sans grand espoir ni grande envie peut-être de m'innocenter. Je suis repris une fois de plus par ce malaise des centres que j'ai fortement ressenti à Yaoundé. 31 mars, j'ai engraissé, j'éprouve une ignoble sensation de pléthore. Moi qui comptais rentrer d'Afrique avec l'allure d'un de ces beaux corsaires ravagés, la vie que nous menons est on ne peut plus plate et bourgeoise. Le travail, pas essentiellement différent d'un travail d'usine, de cabinet ou de bureau. Pourquoi l'enquête ethnographique m'a-t-elle fait penser souvent à un interrogatoire de police? On ne s'approche pas tellement des hommes en s'approchant de leurs coutumes. Ils restent après, comme avant l'enquête, obstinément fermés. Puis je me flattais, par exemple, de savoir ce que pensait Ambara, qui pourtant était mon ami. Je n'ai jamais couché avec une femme noire, que je suis donc resté européen. 17 avril. Voici enfin l'Afrique. La terre des 50 degrés à l'ombre, des convois d'esclaves, des festins cannibales, des crânes vides, de toutes les choses qui sont mangées, corrodées, perdues. La haute silhouette du maudit famélique qui toujours m'a hanté se dresse entre le soleil et moi. C'est sous son ombre que je marche, ombre plus dure mais plus revigorante aussi que les plus diamantés des rayons. 20 avril, la frontière abyssine. Nous y sommes arrivés hier soir, après une journée passée à Guédaref. 19 avril, faisant une multitude de courses chez les trafiquants et continuant la série des mondanités anglo-saxonnes par un cocktail chez le district commissioner et une journée à effectuer péniblement avec notre camion très lourdement chargé des 90 miles qui séparent Guédaref de Gallabat, Métama pour les Abyssins. Piste assez dure, rien que du cotton soil creusé de 2 ornières, mais trop étroite pour nos roues qui, à l'arrière, sont jumelées. Aussi, le limon craquelé arrache-t-il la gomme des pneus. Chaleur atroce, il faut donner à boire au radiateur tout le temps, mais les arbres étonnants, à troncs et à branches vert pâle, me regardent comme des nixes entre les yeux. Le chasseur de tête. Fétiche de l'ombre, le soleil vêtu de peau de bête et de plumes de couleur stoppe craintivement au bord de ton obscurité, respectant le tabou des nuits et que seule traverse la jolie biche lunaire à la recherche de ses fans. Long tube rigide guidant le souffle des gravitations à coups de sarbacane doré, il lance ses tiges, ses pointes empoisonnées à travers la forêt vierge de la terre, dont les épines serrées laissent à peine transparaître la lueur d'escarboucle du gibier, œil du joyau que les rayons voudraient déraciner. La nuit m'entr'ouvre la mollesse de ses arcanes, mais à ces pentacles grésillants de feu, je préfère le pentagramme de ton corps. 5 sens, 5 tentacules. La pieuvre gonfle ses bras de sang, mais combien j'aime mieux le bijou lourd de tes entrailles que jamais lumière ne pénètre, sinon l'ivoire constellé à la minute où la faune mystérieuse d'un pays ignoré vient boire à notre source. 5 tentacules, 5 lames d'acier, dans la rivière intarissable roulent les têtes coupées, celles des hommes qu'un jour fatal a décimées dans une nuit de bataille où les menaces des sorciers se confondaient avec le râle des fleurs et le gémissement sourd des écorces criblées d'entrailles. Un continent fané, ses métiers dans la mer et ses bourgs superposés, leurs formes poudreuses, à celles des récifs grinçants comme des ponts-levis. Dans les vers tournoyait un maelstrom amer, des dents de fauve au cou de cannibale s'entrechoquaient, mais dans la crique joyeuse, l'algue de ta bouche me forçait à descendre vers la profondeur, parce que la courbe de tes lèvres inscrites en rose sur la carène sombre d'une épave venait de reproduire la pente où j'aime à me sentir glisser. 5 lames d'acier, 5 fûts d'alcool, le soleil vide à plein seau ses barils défoncés.
La nuit s'endort sous l'arche d'un pont comme un ivrogne, ou bien un vagabond sans feu ni domicile. Les vieux totems ont froid sous leur pelage mal attaché par la superstition des hommes. Quant à moi, je me sens lentement descendre non comme un homme qui descend l'escalier, mais comme un souverain dont l'étoile décline, une pirogue emportée par un courant rapide, un vautour qui cesse de planer. 5 fûts d'alcool, 5 perles à glaner, descendre comme un astre ou comme un chevalier, un puits dont la margelle de pierre domine le vieux hall, où les armures se rouillent et prennent la teinte des verrous mouillés, quand les pigments rougeâtres déploient sur les peaux leur éventail sinistre. Luisante panthère du ciel, je voudrais toujours descendre, pareil au fer d'une bêche qui coupe dans la terre le sillon rectangulaire des tombes. Descendre dans cette nuit plus bas que les tropiques souterrains, du haut du pôle de la tête, toujours plus bas, toujours plus haut, pour découvrir l'amertume fulgurante et la magie d'un corps nouveau. Rien n'est jamais fini. La mer n'a pas fini de discourir à coups de vagues, à coups d'écume qui fait de grands effets de robe, et la nature s'étend toujours, fatras de cailloux et de feuilles. Des décombres de journées pourries hissés sur les armoires à glace s'empuantissent les chambres que traverse la foudre. L'éclair bâtard et titubant du tout à l'égout. Mais, ô ma foudre, ô mon éclair réel, quand tu t'abats sur les montagnes et les touches aux naseaux, taureaux obscurs dont les flancs grondent, comme les futailles qu'on roule au fond des caves, parodie de cercueils et simulacres de tombeaux, viendras-tu tuer ce vieux bétail humain, toi qui sais jouer franc comme l'or de ta lame scintillante, de ta cape de nuages, de tes jarrets brisés comme un beau matador. Bandérille. Circuit rapide de l'homme, le vent haut ses aiguilles de tatoueur, la grosse masse à panse velue pivote, fonce, et les broderies dorées du bandérillero se reflètent à ses flancs en dentelle de sang. Toutes griffes dehors, les fuseaux gonflés de soie pendent symétriquement, accrochés au canevas de la plaie. Règne de la précision d'horloge et les fioritures artérielles. Applomado. Jusqu'à toucher les capes où le vent rue, jusqu'à mouiller le bois des bourladeros, jusqu'à faire pâlir les globes des nocturnes, l'œil s'agrandit. Face à l'immuable cadran blanc, où l'aiguille torée, l'œil bombé oppose à l'homme son inutile bouclier. Dernier accessoire du drame, depuis que la seconde originelle a bondi dans l'arène du jaune du temps. 1er juillet, arrivé à Gondard, après pluie diluvienne et avalanche de grêlons. Sur les pentes gazonnées, le vrai torrent se forme. Derrière les grands dos, les vieilles ruines attribuées aux descendants des Portugais, qui avant l'orage se profilaient, maintenant disparaissent. 25 décembre, Noël très calme. Reçu hier un gros courrier, beaucoup de lettres adressées à Addis Ababa, étant arrivées en même temps que celles venues directement par l'Érythrée. À Paris, il semble que tout se tasse. On prend son parti de la crise et l'on vit. Lettres de Z, lettres de ma mère, lettres d'amis qui me font plaisir. Nouvelles de ce dernier printemps, des expositions du Midi, de l'urbanisme hollandais, etc. On constate, paraît-il, un certain changement d'état d'esprit. Retour à la nature, à l'humanité. Je veux espérer revenir dans une Europe au cerveau légèrement rafraîchi. Je m'accoutume à cette idée, je me rassure. Si sympathique a été ma prise de contact avec l'Érythrée, premier échelon vers l'Europe. Grande douceur de réapprendre qu'on a des parents, des amis. 27 décembre, promenade au coucher du soleil, toujours de beaux coins de palmiers, à tel point qu'il n'est pas plus tolérable que tout le reste de la vie ne soit pas à l'avenant. À quoi bon faire l'amour?
Est-ce cela qui empêche l'homme et la femme de vieillir? À quoi bon voyager? Cette façon de s'emparer des choses empêchera-t-elle qu'on soit désarmé dans les cas où il est écrit qu'on doit être désarmé? Trop tard. Trop tard. C'est la mort des tarots, la mort des pierres précieuses et des échelles sauvages, mort des horlogeries de la lumière, écroulement des devantures enflées, mort des plissements anciens sur les fronts d'hommes dont les saillies rident la terre, mort des morts agités par l'aigreur des soubresauts, mort des visages tissés en filets de fumée, mort des lettres cachetées dans le ventre des postes, mort des machines qui besognent les vaisseaux, mort des bordels aux volets clos, à chaque clou une goutte de sang menstruel, mort des menstrues marines, plages puantes, sablières que retourne le doigt d'un fantôme, mort des algues volantes qui tracent des signes algébriques sur le fronton des vagues quand les écailles s'allongent en colonne. Mort des chaînes rivées à la cheville des carreaux, bris de glace entre ciel et terre, bris de contrat, bris de clôture. Mort des sourds-muets aveugles, incendie des béquilles. Mort des morsures sanglantes, mort des rochers, des lèvres, des amoureux, mort de l'amour des astres, mort du regard, mort de la mort. Trop tard. 1933, 16 février. Demain matin, vers les 7 heures, nous entrerons au port de Marseille, à moins que d'ici là, le bateau ne brûle, ne coule, ou que le Mistral, devenu très violent, ne nous oblige à attendre de longues heures devant les stacks avant de pénétrer dans le port. J'ai rangé les papiers dans la caisse bureau, bouclé mes valises, préparé mon linge pour demain matin. Dans ma couchette, j'ai écrit ces lignes. Le bateau oscille légèrement. J'ai l'esprit net, la poitrine calme. Il ne me reste rien à faire sinon clore ce carnet, éteindre la lumière, m'allonger, dormir et faire des rêves. Retour. Rentré chez lui, le voyageur nettoie ses bottes. Ses yeux striés du sang des paysages. Puis de ses doigts noircis feuillette un livre, bouquet de faits mal liés, cousus d'un fil forcément blanc que ne traverse aucun délire. Dans le roc, l'éclatement de la source fière et calme tendait la cruche des oublis, coup de canon lointain dont le tonnerre se penche à l'oreille de l'oreille pour évaluer la profondeur de ce puits de silence. Est-ce aujourd'hui que les hommes s'en iront hors des maisons, avec des paumes en feu et des bouches carnivores? Est-ce aujourd'hui que les couleurs humaines dévoreront le vert des bois et les packages de morts? En belle orange tranquille, la vie remonte par-dessus l'horizon. Les plantes paraissent, épaissent le suc des pierres, les gouttes d'eau suintent dans les prisons. Rentré chez lui, le voyageur se lave les mains, rallume sa pipe éteinte, tend les deux poings à l'avenir qui lui remet ses lourdes chaînes de silence. Puis il se couche, le voyageur, puis il s'endort, et dort, et dort, et dort.